Bienvenue à tous et à toutes. Donc on revient à notre sujet, les thromboses veineuses cérébrales. Donc on va aborder la troisième partie. On va donner quelques mots sur l'imagerie ou sur le diagnostic paraclinique. Et on va s'étaler sur la clinique, on va s'étaler sur les causes ou le diagnostic étiologique. Donc on va commencer, d'abord je commence par l'imagerie ou le diagnostic paraclinique ou le diagnostic radiologique. Vous savez que le scanner ou la TDM cérébrale, c'est un examen qu'on utilise en matière de diagnostic de thrombose veineuse profonde, de thrombophlébite cérébrale. Généralement, le scanner, il peut détecter, il peut affirmer le diagnostic, mais généralement pas le premier jour, pas le deuxième jour, généralement à partir du quatrième, cinquième jour. Généralement, c'est le scanner avec injection de produit de contraste. Le signe qu'on voit et qui va affirmer le diagnostic, c'est le signe de delta ou le signe de triangle vide. C'est quoi le signe de delta? C'est un rehaussement important de la paroi du sinus. Donc un rehaussement important de la paroi du sinus. C'est le rehaussement important de la paroi du sinus. Donc la paroi du sinus c'est comme ça. Donc le rehaussement important. Donc de fait de l'inflammation ou de fait l'aspect inflammatoire de la paroi. Le rehaussement important de la sinus. Contrastant avec la non-opacification de la lumière de la veine. Donc il n'y a pas d'opacification parce que la lumière, elle est totalement comblée par le thrombus. Généralement, c'est le signe le plus fréquent en matière de diagnostic, en matière de thrombophlébite cérébrale. Et ce n'est pas un signe constant. Il est présent dans 40%, généralement dans 40% des cas. Mais le diagnostic de certitude, généralement, se fait par l'angio-IRM. L'angio-IRM, il a plus de valeur diagnostique, il a plus de précision. Et l'angio-scanner, l'angio-IRM, il peut donner aussi une idée plus précise sur le parenchyme. Et actuellement, l'IRM est considéré comme l'examen de référence de diagnostic du TVC, ou du thrombose veineuse cérébrale. Donc l'IRM, elle peut visualiser à la fois la thrombose, son évolution, et même parfois diagnostiquer la cause, c'est-à-dire la cause, quand il s'agit d'une femme ou quand il s'agit d'une autre cause, c'est-à-dire une cause locale, une cause infectieuse, etc., etc. Ou cause plutôt tumorale, parfois donc c'est les tumeurs glomiques, parfois les tumeurs médulloblastomes, parfois les tumeurs, les métastases cérébrales, les méningiomes, il y a plusieurs causes, c'est-à-dire qu'on peut les diagnostiquer par l'IRM. Donc on ne va pas s'étaler sur l'IRM, c'est généralement sur le travail de nos amis, nos confrères, les radiologues. Ils sont mieux placés que nous. Donc on va étudier maintenant, donc on va passer au diagnostic étiologique ou les causes de cette pathologie. On va commencer par les causes les plus fréquentes, c'est les causes infectieuses. Il y a des causes infectieuses secondaires locales, donc les causes locales secondaires, traumatisme crânien direct. Donc le traumatisme peut donner thrombose veineuse cérébrale. Donc on peut avoir des thromboses secondaires à un abcès, un OMPM. On peut avoir un abcès secondaire à une méningite infectieuse, une ostite syphilitique, la syphilis. On peut avoir donc une thrombose veineuse cérébrale qui complique une infection de la sphère ORL. Parfois, une simple infection de la sphère ORL peut donner thrombose veineuse profonde. Parfois les sinusites, parfois les mastoïdites, parfois les infections bucco-dentaires, parfois les infections même du cuir chevelu. Ça, c'est pour les causes locales. Il y a d'autres causes générales, c'est comme les infections bactériennes, comme les septicémies, comme les encéphalites, certaines hépatites virales, comme le CMV, la HIV. La HIV, c'est important. La HIV, c'est une cause importante de thrombose veineuse cérébrale. D'autres causes qui nous intéressent aussi, c'est d'autres causes générales. C'est la grossesse. La grossesse, c'est un phénomène physiologique prothrombotique et elle peut être la cause de thrombose veineuse cérébrale.
La contraception, c'est très important. Pour les femmes, la contraception orale, c'est une cause de thrombose. Et c'est une cause de thrombose veineuse cérébrale. Les maladies auto-immunes, les maladies auto-inflammatoires, comme le lupus, comme le maladie de Wegener, parce qu'on jouit de Wegener, comme la sarcoïdose, comme la maladie du Bisset, comme les conjonctivites. On peut avoir même les causes, des causes générales comme les néoplasies, les cancers viscéraux, c'est-à-dire les cancers colorectaux, les cancers du poumon, les cancers de CHC, du carcinome hépatocellulaire, ça peut donner aussi. Et deuxième volet, c'est ce qu'on appelle les cancers solides. Il y a les cancers non solides, c'est les hémopathies malignes, généralement. La plupart des hémopathies malignes peuvent donner des TVC. Des thromboses veineuses profondes, comme les leucémies, comme la maladie Hodgkin, comme les lymphomes hodgkiniens, comme même l'HPN. L'HPN, elle peut donner. L'HPN, l'hémoglobinurie, donc paroxystique nocturne, elle peut donner, mais c'est très rare. La drépanocytose, qui nous intéresse aussi, je vois beaucoup de drépanocytose pour un échodoppler transcrânien. La drépanocytose, elle peut donner des TVC. Et aussi, on a oublié une chose dans les hémopathies malignes, c'est la polyglobulie. La polyglobulie, que ce soit primitive ou secondaire, comme la maladie du Vaquez, ou la polyglobulie secondaire et une insuffisance respiratoire chronique. Les thrombocytémies, c'est très important, surtout les thrombocytémies essentielles. Quand vous avez par exemple un taux de plaquettes qui dépasse 1 million, donc le risque de thrombose, que ce soit thrombose artérielle ou thrombose veineuse, devient important. Et deuxième chose qui est une cause qui n'est pas malheureusement qui n'est pas explorée, qui n'est pas diagnostiquée, c'est les thrombophilies. Et j'insiste sur les thrombophilies, que ce soit primitives ou acquises. Les thrombophilies, je vais définir les thrombophilies, c'est quoi? C'est le diagnostic d'un déficit qui touche l'une des protéines, déficit en antithrombine 3, comme le déficit en protéine C, en protéine S, c'est important. On peut avoir comme étiologie, c'est les anticorps, c'est le syndrome le sable, les anticorps, le syndrome des antiphospholipides, comme donc la mutation de facteur 5 de Leiden, l'homocystéinémie, etc. Mais j'insiste sur une chose, donc c'est pas la peine de demander un bilan de thrombophilie durant la phase aiguë, c'est important. Généralement, le bilan de thrombophilie et le bilan de thrombophilie, on le fait à distance de l'accident thromboembolique, à distance de l'événement thromboembolique, généralement après 3 mois. Et une deuxième chose, ce bilan de thrombophilie qu'on demande, c'est-à-dire la recherche de déficit en protéine C et S, la recherche de la mutation de 5 lignes, etc. Généralement, le diagnostic, le prélèvement, on le fait généralement 10 jours après l'arrêt du traitement anticoagulant. C'est très important. Donc, on a oublié un volet qui n'est pas vraiment, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas une cause assez importante, c'est les cardiopathies congénitales. Oui, les cardiopathies congénitales peuvent donner des TVC. Le syndrome néphrotique aussi, la cirrhose, la déshydratation chez l'enfant. Tout ça, pratiquement, on a survolé le sujet en matière de diagnostic étiologique, mais dans un pourcentage assez important, un tiers des cas, un tiers des cas, c'est-à-dire dans notre pratique quotidienne, généralement, on ne trouve pas une étiologie. Et on met l'étiquette TVC ou thrombose veineuse cérébrale idiopathique, malheureusement. Donc, on arrive à la fin de cette partie. Merci pour l'écoute. Et dans la prochaine vidéo, on va traiter la 4e partie. Merci.